Ok. Eh bien, je vous propose de commencer. Alors, j'ai un rêve, c'est une fois dans ma vie de faire une session de live coding à Devoxx, mais ce ne sera pas encore aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas une seule ligne de code dans cette presse. Vous avez encore le temps de sortir de cette salle si ça vous pose un problème. Mais voilà. Donc, ce sera pour une autre fois, la session de live coding. Moi, je vais vous parler des réflexes, des idées, des modèles qu'on a en informatique et qui sont erronés ou partiels et qui nous conduisent assez systématiquement à prendre des mauvaises décisions. Et c'est un sujet sur lequel je suis tombé par hasard il y a quelques années, et plus je creuse, plus je trouve des choses et plus je trouve ça passionnant. Et ce qui me passionne, c'est de constater à quel point en fait on est assis sur des épaules de géants, donc des gens qui ont découvert plein de choses sur les dynamiques autour de notre métier d'informaticien, dont globalement on est assez peu, dont on est globalement assez ignorant. Et je vais commencer alors par une idée reçue. Alors non, déjà je vais commencer par un disclaimer qui est que tout ce qu'on va manipuler aujourd'hui c'est de la dynamite. C'est-à-dire qu'on va passer en revue 8 idées reçues de l'informatique. Je vais faire autant que possible de mon mieux pour vous donner des chiffres, justifier toutes les affirmations que je vous donne. Ça va forcément être caricatural parce qu'on va en 40 minutes survoler des gens qui ont passé des années de leur vie à creuser certains sujets. Donc maniez cette matière avec précaution et si ça vous intéresse, je vous invite à aller creuser les sources que je vous donne et surtout ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et on va commencer alors par la première idée reçue, qui est une idée reçue assez classique, et je pense que les 2/3 des gens dans cette salle ont déjà été confrontés à ce sujet-là. On est sur un projet qui est en retard. Pour essayer de tenir la date de livraison qu'on ne peut absolument pas décaler, et en fait, on va essayer de rajouter des développeurs sur ce projet déjà en retard. Et ça, on sait depuis un petit moment que ça ne marche pas. Ça a même un nom, ça s'appelle la loi de Brooks. Et c'est une loi qui a été énoncée par ce cher monsieur, donc Frederick Brooks, en 1975, et qui s'énonce de la façon suivante: ajouter des personnes à un projet en retard accroît son retard. Et pourtant, c'est quelque chose que l'on fait assez systématiquement, et c'est quelque chose dont le management informatique en général est plutôt ignorant. Et à la décharge de tous ces gens-là, ça nous arrive d'avoir des projets en retard, et chaque fois que ça nous arrive, un des premiers réflexes, c'est de dire on va rajouter des gens pour essayer de le livrer à l'heure, alors qu'on sait que ça ne marche pas. Idée reçue numéro 2, et ça, alors pour le coup, c'est quelque chose qui est assez obsessionnel dans certaines entreprises, qui est on va faire en sorte que les développeurs soient à 100% de leur capacité, parce que c'est comme ça qu'on va optimiser la productivité. Donc il ne faut absolument pas qu'il y ait de temps mort, il faut qu'on soit sûr qu'ils soient vraiment tout le temps très occupés. Pour le coup, là, on a des modèles assez précis là-dessus, qui sont les modèles de la théorie des files d'attente. Et ce que dit la théorie des files d'attente, c'est que quand vous utilisez 100% de la ressource, alors la ressource étant ici le développeur, vous avez un lead time, donc un temps pour qu'une nouvelle tâche soit effectuée dans le process, qui tend vers l'infini. Et pour tous les franciliens de la salle, vous avez une illustration assez quotidienne de ça, ce sont les bouchons. Quand la route est utilisée à 100%, plus personne n'avance en fait. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que dans un process, quand toutes les ressources sont utilisées à leur maximum, le temps pour traverser ce process tend vers l'infini. Alors, là, j'emprunte ces schémas à ce monsieur, Pavel Brodzinski, c'est dur à se prononcer, qui lui-même s'inspire de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Don Reinersten, c'est dur à prononcer aussi, qui est quelqu'un qui a fait des travaux absolument fantastiques à lire sur les dynamiques du lean dans le développement informatique. Alors si on enchaîne un petit peu plus loin, en fait, le lead time, donc le temps pour traverser votre process, se transforme en coût. Il se transforme en coût parce qu'il y a un coût du délai. Si vous développez une feature, si vous faites une application, c'est probablement parce que cette application a de la valeur. Donc il y a un coût à ne pas livrer cette valeur au bout d'un certain temps. Et donc finalement, le 100% d'utilisation se transforme en coût. Enfin, le lead time se transforme en coût avec la courbe que je viens de décrire. On peut superposer à ça la courbe qui est le coût de la capacité qui n'est pas utilisée.
Donc les développeurs, s'ils ne bossent pas du tout, donc 0%, ben on a un coût de 100% de la ressource inutilisée. Et s'ils sont full blind, ben en fait, voilà, on n'a pas de perte liée au fait qu'ils ne bossent pas. Et quand on superpose, enfin quand on additionne plutôt ces deux courbes, et ben c'est là qu'on trouve un optimum, qui est le total cost. Et donc vous voyez que cette courbe a un minimal à un endroit donné, et c'est a priori le niveau d'utilisation optimale des ressources sur un projet. Et alors c'est à vous de mesurer où se trouve cet optimal sur votre projet, mais très couramment c'est quelque chose qui se situe autour de 80%. Alors ce 80%, ça rappelle un truc qui est le temps de Google, donc les 80% de Google. Donc voilà, pourquoi pas. Donc en fait, si vous voulez continuer à être productif sur un projet, il faut que vous veilliez à ne pas trop dépasser cette limite qui est ajustée en fonction de votre contexte. Alors je ne vais pas vous l'illustrer par des choses qui se passent en informatique, mais par des choses qui se passent sur la route. C'est récent et c'est particulièrement marquant. Si vous êtes francilien toujours, vous savez que la vitesse limite sur le périph' est passée de 80 à 70 km/h courant d'année dernière. Et vous savez ce que ça a eu comme impact ? Ça a permis d'augmenter la vitesse moyenne de 32,6 km/h à 38,4 km/h, soit 18% supplémentaire. C'est pas mal quand même. Et dans le même temps, les bouchons ont diminué de 36%. Donc c'est vraiment une illustration éclatante du fait que plus vous vous rapprochez de votre capacité maximale, plus en fait vous limitez votre débit dans votre processus, donc votre débit de fonctionnalité potentiellement. Alors, on va faire une variante de cette idée reçue-là qui est ce que j'appelle l'idée reçue 2B. Parce qu'il y a des phénomènes assez pervers dans certaines entreprises qui est, comme on veut absolument que les gens bossent à 100%, mais qu'on n'a pas forcément sur le projet en cours de quoi les occuper à 100%, eh ben on va leur coller plusieurs projets en parallèle. Comme ça, quand ils ont fini, quand il y a une rupture de charge sur l'un des projets, ben, ils peuvent s'occuper sur un autre projet. Donc on les met sur plusieurs projets en même temps, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de temps mort. Donc je viens d'expliquer pourquoi le 100% d'utilisation était un peu pernicieux. Et maintenant je vais présenter pourquoi le fait de switcher de projet peut être un peu dangereux. Vous savez tous dans cette salle, je pense, que quand on fait du multitasking à l'échelle individuelle, on perd en productivité. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de tweeter ou de coder ou... Bon, voilà. Ah, il y en a un qui s'est reconnu. Eh bien, donc, en fait, quand on fait ça, on perd à peu près 40% de productivité. Et peut-être plus grave, on perd 10 points de QI. Il y en a même qui estiment que ça peut être durable. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend... quelqu'un qui prend l'habitude de multitasker, qui prend cette habitude-là, peut avoir un QI qui a tendance à se dégrader. Donc, si vous cherchez sur le web, vous trouverez plein d'études qui justifient ça. C'est assez facile, c'est des comportements individuels. On les met en laboratoire, on teste s'ils sont capables de faire plusieurs choses en même temps, et puis on se rend compte que non. Donc, une étude parmi d'autres qui explicite ça. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut l'extrapoler à l'échelle d'une équipe? C'est-à-dire, si on met une équipe sur plusieurs projets, est-ce qu'on a cette même perte de productivité? Alors là, c'est moins clair. Il y a quelques études qui ont établi ça, mais à mon avis, pas de façon suffisamment convaincante. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver les processus de laboratoires, enfin expérimentaux, qui permettent de valider ça. Mais il y a quand même des gens qui pensent qui établissent, plutôt que pensent, que faire des projets en série permet de gagner 40% de productivité par rapport à les faire en parallèle. Il y a au moins une justification théorique qui est intéressante, c'est par rapport à ce que je vous expliquais sur le coût du délai tout à l'heure. Vous avez 3 projets. Si vous les faites en parallèle, vous allez les livrer à la fin de l'année. Le premier incrément de valeur que vous allez livrer sur le marché, c'est au bout d'1 an. Si vous les faites en série, vous allez passer 4 mois sur chaque projet. Et donc le premier élément de valeur que vous allez livrer en production donc au client, ça va être au bout de 4 mois. Donc en fait, vous optimisez votre coût du délai quand vous sérialisez les projets. Donc a priori, paralléliser les projets est plutôt une très mauvaise idée qu'on voit quand même pourtant de plus en plus souvent. Autre idée, celle-ci est, à mon sens, fascinante.
Ce qu'on voit souvent, c'est sur des projets, enfin à la fin des projets, quand on passe en mode maintenance, le fait de confier le logiciel à des gens moins chers. Alors moins cher, ça veut dire quoi? Globalement, ça veut dire moins bon, en fait. Souvent, ça veut dire ça. Oups. Et parce qu'on considère que la maintenance est quelque chose de plus facile que le développement du projet. Or, c'est faux, parce qu'en fait, la maintenance, c'est exactement la même activité que développer en mode projet, sauf qu'en plus, il faut arriver à comprendre ce que tous les autres ont écrit avant soi. Donc c'est exactement la même complexité en termes fonctionnels, sauf qu'il faut avoir un talent particulier pour déchiffrer ce que les autres ont écrit avant vous. Et il y a quelqu'un qui le dit mieux que personne. Ce garçon s'appelle Robert Glass. Il a écrit un bouquin qui est absolument fascinant, qui est Facts and Fallacies of Software Engineering, que je cite régulièrement parce que c'est une mine d'or, et qui dit la maintenance consomme typiquement 40 à 80% des coûts du software. C'est pour cela que c'est probablement l'activité la plus importante du cycle de développement. Et la maintenance est une tâche plus difficile que le développement. Et lui, il parle de la règle des 60-60. Donc, en moyenne, la maintenance, ça coûte 60% du développement logiciel. Et en général, on a tendance à associer maintenance avec correction de bugs. Et en fait, en général, la maintenance, c'est 60% d'ajout de fonctionnalités. Et c'est ça qui garantit le bon vieillissement de votre logiciel. C'est-à-dire que plus la proportion entre le mode projet et le mode maintenance va se réduire, donc plus la partie mode projet va se réduire, plus ça veut dire que votre logiciel est de bonne qualité et donc qu'il aura vécu dans le temps. Donc le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à confier la tâche la plus importante du développement logiciel aux profils les moins capés. On continue avec une autre idée reçue qui est pour que mes développeurs soient motivés à fond, je vais leur filer des grosses primes. Alors il y a une autre version qui est encore pire que celle-là, qui est, alors c'était un client qui me disait ça l'autre jour, il disait, nous on a trouvé la solution pour que tous les projets soient livrés en temps et en heure, on va augmenter le accountability des gens. Donc ça veut dire que si jamais le projet n'est pas livré en temps et en heure, le gars va se prendre une grosse claque, j'imagine, ou un truc comme ça. Et ce principe-là, je vais vous l'illustrer avec un jeu que vous connaissez peut-être, qui est génial, enfin si vous faites dans le serious gaming, c'est le Marshmallow Challenge. Qui connaît? Un petit quart de la salle. Je vous l'explique rapidement, c'est enfantin. D'ailleurs, ça se fait avec des enfants aussi. Donc vous avez un chamallow, marshmallow en anglais. Vous avez 1 mètre de ficelle, 1 mètre de ruban adhésif, 20 spaghettis. Et en 18 minutes, les équipes doivent faire la tour la plus haute avec une seule règle. Le spaghetti doit être au sommet de la tour. Et ce qui est intéressant, c'est que ce serious gaming donc, permet d'explorer les dynamiques d'équipe et de collaboration, donc c'est intéressant. Et ils l'ont fait dans plein de pays, à plein de niveaux différents, et les résultats typiques qu'ils obtiennent, c'est ça. Sur 10 équipes, vous avez 6 qui arrivent à monter une tour. Les 4 dernières, ils paniquent, donc ils n'arrivent pas à faire une tour qui tienne la route à la fin du temps imparti. L'équipe qui fait la tour la plus haute fait quelque chose qui fait 20 cm de haut, donc 20 inches, pardon, donc c'est à peu près l'équivalent de 50 cm, ça fait ça. Je vous laisse essayer, c'est pas si facile que ça. Puis ils ont essayé après avec ces équipes en disant, maintenant, l'équipe qui va faire la tour la plus haute, on va lui donner un chèque de 10 000 $. Et vous savez ce que ça donne comme résultat? Ça donne ça. Il n'y a pas une équipe qui arrive à faire tenir sa tour. Et finalement, ce que dit cette expérience, et il y a beaucoup d'autres expériences qui vont dans ce même sens, c'est que quand vous augmentez le niveau d'enjeu tous les mots vont être précis, enfin tous les mots vont être importants, pardon. Quand vous augmentez le niveau d'enjeu sur des activités qu'une équipe n'a pas l'habitude de réaliser et qui demandent collaboration et créativité, vous dégradez les performances. Si l'équipe a l'habitude de faire ça, alors oui, je vais compléter l'expérience. Si on refait la même expérience avec les mêmes équipes 6 mois après et qu'on leur dit l'équipe qui fait la plus haute tour gagne 10 000 $, et là vous pétez les scores. C'est-à-dire vous avez des tours qui sont plus hautes que la moyenne de ce qu'on obtient dans les autres équipes. Donc ça veut bien dire que c'est quand on explore un type d'activité différent que la montée en puissance de l'enjeu fait perdre ses moyens.
Mais en fait, quand on fait du développement logiciel, c'est le quotidien finalement. C'est-à-dire que c'est une activité qui demande de la créativité, qui demande de la coopération, et qui est très souvent une activité qui nous emmène sur des terres qu'on n'a pas encore explorées. Et donc du coup, dans ce contexte-là, mettre des incentives importantes, et bien en fait, ça a tendance à nuire à la coopération et à nuire à la créativité de l'équipe. Et toujours sur ce système des incentives, je vais vous raconter une histoire qui est amusante, qui est un petit peu dans ce registre-là. On appelle ça les perverse incentives, donc les récompenses perverses. Et il y en a une qui a un nom qui est le Cobra Effect. Ça s'est passé dans l'Inde sous l'époque coloniale anglaise, donc c'est un nom, ça n'existe pas vraiment en français. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le colonisateur anglais s'est dit il y a quand même beaucoup de cobras dans ce pays, donc on va faire quelque chose qui est qu'on va donner des récompenses aux gens qui vont nous rapporter des cobras morts. Donc ils ont commencé à avoir beaucoup de cobras morts, puis ils se sont rendus compte au bout d'un moment qu'il y avait des gens qui élevaient les cobras pour les tuer. Et donc du coup ils se sont dit bon non, c'est pas de jeu, on va arrêter de filer des primes pour des gens qui tuent des cobras. Et donc les gens qui élevaient des cobras les ont relâchés dans la nature. Et donc à la fin, on s'est retrouvé avec plus de cobras qu'il n'y en avait au début, alors que c'était absolument contraire à l'intention première. Et ça, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Alors, dans les projets, vous avez des exemples, c'est on va mettre des incentives sur la couverture de tests. Puis au final, vous avez des tests qui ne testent rien, parce que les gens se sont rendus compte que pour passer le test, il fallait qu'il y ait une classe de test associée, mais qui en fait ne fait absolument aucun test réel. Autre idée reçue, la localisation des équipes n'est pas importante. On est dans une économie de plus en plus mondialisée, on essaye de chercher la ressource humaine, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais la ressource humaine là où elle est le moins chère. L'informatique, c'est pratique parce qu'on peut en faire à peu près dans n'importe quel coin du monde. Et donc, de plus en plus, on a tendance à distribuer géographiquement les équipes. Or, on sait que la localisation a un impact absolument fondamental sur la dynamique d'équipe et sur la communication. Et justement, je parlais avec quelqu'un ici dans la salle hier sur le fait que le code, c'était quand même beaucoup autour de la communication. Et ça, on le sait depuis longtemps, depuis 1977. Ce que je vous montre ici, ça s'appelle la courbe d'Allen. Allen a établi la corrélation entre la probabilité que vous avez de discuter avec un collègue et la distance entre les postes de travail. Et c'est une courbe exponentiellement décroissante. Et il synthétise ce résultat en disant si vous êtes plus loin que 30 mètres du poste de quelqu'un, c'est comme si vous étiez à des kilomètres de distance. Donc votre probabilité de discuter, d'échanger, de communiquer avec quelqu'un qui est à plus de 30 mètres de votre poste de travail devient quasiment nulle. Voilà, premier élément. Deuxième élément, une autre expérience absolument fascinante. C'est un papier que vous pouvez trouver qui s'appelle Why Distance Matters, avec l'accent, vous avez vu. En fait, cette expérience, elle a consisté à mesurer l'impact, et c'est précis aussi, de la perception de la distance sur la capacité à travailler avec quelqu'un. Le protocole expérimental était le suivant. Il y avait un cobaye dans une pièce, un expérimentateur dans la pièce d'à côté. Et l'expérimentateur dans la pièce d'à côté faisait 3 tests, le test de Paulus, le test de survie en désert et le dilemme du prisonnier. Et pour être sûr que ça venait pas du moyen de communication, c'était fait selon 2 modes de communication, vidéoconferencing ou instant messaging. Et alors, c'était des tests qui étaient tirés aléatoirement en fonction des cobayes, il y avait plusieurs cobayes qui défilaient, et on faisait croire successivement, aléatoirement aux cobayes, le fait que la personne avec qui ils échangeaient était dans le bureau d'en face, comme c'était réellement le cas, à l'autre côté de la ville de Boston, puisque ça se passait à Boston, ou de l'autre côté des États-Unis. Donc on influait, on faisait de l'inception dans l'esprit du cobaye sur la distance à laquelle la personne avec qui il discutait était. Je crois que j'ai fait une grosse faute, mais c'est pas grave, on continue, on enchaîne. Et du coup, le test de Paulus, je vous le décris à peu près, c'est un test où on pose des questions sur ce qui vous êtes et on regarde si vous avez tendance à donner une image déformée de vous-même. C'est-à-dire, on vous pose des questions du style, est-ce que vous mentez beaucoup, jamais, toujours? Est-ce que vous croyez que vous êtes beau? Oui, pas du tout. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que plus
la perception de la distance est grande, plus les gens donnent une image déformée d'eux-mêmes. Donc s'ils pensent que l'autre personne est à l'autre bout des États-Unis, c'est Superman, quoi. En fait. Donc ils sont beaux, ils travaillent bien, ils mentent pas, ils sont parfaits. Pareil pour la survie en désert. La survie en désert, c'est vous vous écrasez avec une autre personne dans le désert en avion et vous avez 20 objets, vous devez négocier avec la personne d'en face l'objet qui est le plus important pour votre survie en désert. Et c'est très challengeable et en fait ce qu'on regarde c'est la capacité de l'expérimentateur à déplacer certains objets dans la liste que vous avez faite. Donc si vous avez dit c'est le canif qu'il faut absolument, si l'expérimentateur est capable de vous faire baisser de rang le canif, ça veut dire qu'il a été capable d'obtenir un compromis de votre part. Et enfin le dilemme du prisonnier, donc propension à coopérer. Vous savez, c'est les jeux où... vous connaissez, non, le dilemme du prisonnier? Je ne vais pas vous l'expliquer. Bon, allez, je ne vous l'explique pas, tant pis. Mais ça mesure la capacité à collaborer. Et ben, donc, à chaque fois, quand la perception de la distance augmente, les gens ont moins tendance à collaborer, ont moins tendance à faire des compromis et ont plus tendance à donner une fausse image d'eux-mêmes. Du coup, ça change des choses sur la façon dont on distribue nos projets informatiques. Et pour le coup, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de l'offshore. J'aurais pu le dire à d'autres moments, mais je ne vais pas le dire là. Mais en revanche, si l'offshore, ça consiste à mettre les jobs de conception en France et les jobs de réalisation à l'étranger, il y a peu de chances que ça marche correctement. Et donc on en vient à notre premier super combo. Donc le super combo de l'échec, c'est des équipes géographiquement distribuées, occupées à 100% et affectées sur plusieurs projets en parallèle. Si vous avez en vue des projets qui ressemblent à ça, réfléchissez-y. Autre point, autre idée reçue, c'est la taille du projet n'est pas importante. En fait, ce n'est pas une idée reçue, il n'y a pas tellement de discours là-dessus. Il y a juste la récurrence systématique dans notre industrie à faire des projets dont la taille dépasse notre capacité de maîtrise. Et pour le coup, je vais invoquer quelqu'un qui s'appelle Capers-Jones, ce qui est, je pense, la sommité mondiale sur les analyses chiffrées autour des projets informatiques. Donc il écrit plein de bouquins très très pénibles, mais qui sont des mines d'or si vous voulez trouver de la data, parce qu'il a récupéré toutes les infos qu'on avait sur des mesures de projets en function point, donc en points de fonction, et il les a comparées. Il a comparé le nombre de points de fonction en fonction des industries, des technologies, des façons de fabriquer. Et j'ai pris ce tableau qui est intéressant, qui est le nombre de... Alors, c'est des mois hommes, je crois. Oui, c'est des mois hommes. Le nombre de mois hommes nécessaires pour développer, en fonction de la qualité, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 points de fonction. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que quand on bosse bien, c'est quand même mieux. C'est-à-dire un projet de bonne qualité, ça coûte que 380 000... Enfin, non, c'est des dollars, pardon. C'est des dollars. 380 millions de dollars versus 500 millions de dollars si vous bossez comme des cochons. Donc déjà, il vaut quand même mieux bosser proprement. Bon, là, c'est un peu dur à interpréter, donc j'ai fait un petit graphe. Et ça, c'est le graphe en échelle logarithmique. Donc vous voyez, la qualité du développement, elle ne se voit plus, parce qu'on a tout assez. En revanche, on a une ligne. Et cette ligne, ce qu'elle signifie, c'est que le coût d'un projet explose avec la taille du projet. Mais explose. De façon exponentielle. Donc ça veut dire que chaque fois que la taille de votre projet est multipliée par 2, le coût de votre projet est multiplié par 4. C'est ça qu'il faut avoir comme ordre de grandeur en tête. Et ça, c'est prouvé par toutes les études. Il y a même des gens qui ont mesuré les taux de succès sur les projets. Donc vous avez 76%, c'est précis, faut pas déconner non plus. 76% de chances de succès pour un projet inférieur à $1 million, souvent les Américains qui bossent sur ces sujets, et 10% pour un projet de $10 millions. Et ça, c'est plutôt surestimé. Donc globalement, on va le faire à la serpe, dès que vous passez le $1 million, vous commencez à avoir des gros risques sur la réussite de votre projet. Et on en vient au super méga combo numéro 2. Très gros projet réalisé par des équipes géographiquement distribuées et occupées à 100%. Et ben ça, c'est le bananage quasiment assuré, et peut-être que vous en connaissez. Idée reçue numéro 8, et c'est la dernière.
J'entends très régulièrement ça, c'est des gens qui disent on va externaliser nos développements. Et en général, c'est pas la DSI. À la limite, si c'était la DSI, ça passerait presque, j'ai envie de dire. Mais des gens qui disent on va externaliser nos développements parce que l'informatique n'est pas cœur de métier pour notre entreprise. Je pense qu'il y a certains secteurs où c'est vrai, mais à mon sens, il n'y en a pas tant que ça. Alors tout d'abord, cette étude intéressante publiée dans la revue du MIT qui dit, et c'est assez récent, qui dit que l'investissement en IT a un impact beaucoup plus important sur la profitabilité des entreprises que la dépense équivalente en publicité ou en recherche et développement. Donc si vous voulez augmenter votre rentabilité d'entreprise, il vaut mieux mettre $1 million sur la construction de votre IT qu'$1 million sur de la R&D. C'est quand même assez perturbant. Mais en fait, ça dit quelque chose qui est que notre environnement est devenu digital. Et moi, il y a une définition que j'aime bien pour le digital. Notre environnement est devenu digital. Et il y a une définition que j'aime bien pour le digital, c'est le moment de l'histoire où les entreprises se rendent compte que la technologie Internet est en train de tout changer chez elles, leur culture, leur façon de travailler et leur business model. Donc c'est la prise de conscience généralisée du fait que la technologie est au cœur de tout et transforme en profondeur notre société. Et donc finalement, toutes les entreprises qui disent qu'elles veulent être digitales, ce qui est à peu près 90% des entreprises aujourd'hui, eh bien, pour ces entreprises-là, le développement est cœur de métier. Donc une entreprise qui dit « pour moi, l'informatique n'est pas cœur de métier », c'est une entreprise qui, à mon sens, a peu de chances de devenir un vrai acteur du digital. Et je vais conclure. Alors j'ai plein d'avances, mais c'est super, ça va permettre de discuter sur plein de sujets. Je vais conclure avec la morale de Spider-Man qu'on aime bien chez Octo. Parce que en fait, ce que dit la morale de Spider-Man, c'est qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et je pense que c'est la situation dans laquelle on est, nous, acteurs du métier de l'informatique, parce qu'on a une vraie grosse responsabilité. Enfin, faut avoir conscience quand même que c'est nous qui construisons le monde de demain. Alors peut-être qu'un jour ce sera les nano-biotechnologies, mais aujourd'hui c'est l'informatique. Donc le monde de demain, il se construit avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce que je trouve assez fascinant par rapport à tout ce que je vous ai décrit, c'est que on a une petite tendance à être des apprentis sorciers. C'est-à-dire qu'il y a des dynamiques qui ont été explorées depuis des dizaines d'années, sur lesquelles on n'échange pas beaucoup, sur lesquelles on n'apprend pas beaucoup, qui sont assez peu transmises. Et pourtant, voilà, on a de la dynamite entre les mains. C'est ce que je disais au début. C'est-à-dire qu'on manipule de la matière qui est le socle et le ciment de toute la fondation du monde de demain. Et on la manipule avec un petit peu de légèreté. Et voilà, je pense que ça vaut le coup qu'on prenne conscience de notre responsabilité et qu'on soit un peu plus propre sur la façon de manipuler cette dynamique. Et si vous avez des questions, il nous reste plein de temps pour les questions, c'est super. Je ne sais pas comment on fait pour les questions, donc c'est moi qui me déplace. Allez, hop. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a un moyen de réduire la perception de la distance géographique? Eh bien en fait, non, parce qu'elle est perçue. C'est-à-dire que, à part mitonner quelqu'un en lui disant la personne avec qui tu bosses est vraiment dans la pièce d'à côté, mais tu n'as pas le droit de le voir, c'est super difficile. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des façons de mitiger l'indifférence qu'on a par rapport à autrui. Et tous ceux qui ont bossé sur des projets en offshore décrivent un avant et un après. L'avant, c'est quand les équipes ne se sont jamais croisées. Et l'après, c'est quand les gens se sont déplacés, aller en Inde, parce qu'on fait beaucoup d'offshore en Inde, qu'ils ont pris une bière ensemble, qu'ils sont allés au resto. Et en général, il y a un point de bascule sur les projets à ce moment-là, quoi. Donc, donner des occasions de contact humain, c'est quelque chose d'absolument indispensable quand on veut distribuer les projets, je pense. Même si on leur donne un objectif partagé, un objectif d'équipe.
Est-ce qu'on peut réduire cette distance perçue par un objectif d'équipe? Je ne sais pas si on peut augmenter les chances de réussite du projet, ça j'ai aucun doute si on fait ça, parce que c'est une bonne pratique. Est-ce qu'on peut changer cette perception-là? Je ne sais pas. Alors, pour le coup, moi je pense que si on a vraiment envie de distribuer des tâches à l'échelle, enfin sur de multiples localisations, il faut vraiment s'assurer qu'on délègue un objectif complet, c'est-à-dire la réalisation d'une application complète. Le pire, c'est quand on sépare les maîtrises d'ouvrage, enfin les gens qui pensent des gens qui font. Je pense que c'est ça la situation la plus dramatique, en fait. Si. Du coup, par rapport au télétravail, comment ça se passe? Est-ce que c'est les mêmes conséquences? Alors, dans l'article, je vous invite vraiment à le lire parce que c'est vraiment intéressant. Donc, Why Distance Matters. Une des explications, c'est on se comporte mal parce que on risque pas de se faire casser la gueule dans la rue le lendemain. Donc, du coup, le télétravail, ça joue pas forcément dans cette. Enfin, ça dépend. Il y a plusieurs modes de télétravail. Il y a des équipes qui se voient jamais. Et moi, je déclare mon ignorance là-dessus. Je ne sais pas comment ça peut marcher et nous, on ne le pratique pas, donc je ne saurais pas en parler. Après, le télétravail qui consiste à ne pas être au bureau 1 ou 2 journées par semaine, je pense que ça n'a pas d'impact en fait. C'est-à-dire que le fait de se voir à intervalles réguliers sur le lieu de travail, je pense que c'est ça qui est important pour cimenter le groupe. Là, je fais des spéculations. J'ai aucune étude théorique pour étayer ça. Oui, bonjour. Vous avez parlé de ces études justement. Oui, ah, d'accord. Ces études dont vous parliez justement en ce qui concerne la distance des équipes, elles ont été faites en 2002. À l'époque, les systèmes d'instant messaging étaient quand même assez, en tout cas pas très répandus au milieu d'entreprises. Il en existait, mais bon, voilà, c'était plus pour des technos de niche. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus répandu. Est-ce que ça change pas un petit peu la donne de tout ça? Vous touchez mes limites, c'est-à-dire, en fait, peut-être que ça a des impacts. Peut-être qu'il y a des impacts qui sont liés à la génération Y, c'est-à-dire que quand des gens ont vécu toute leur enfance à jouer aux jeux vidéo avec des inconnus à l'autre bout de la planète, peut-être que ça change les structures cognitives et ça fait que c'est des gens qui sont peut-être super adaptés au travail distribué. C'est possible. Ce qui est fascinant sur ces sujets, c'est finalement le peu de recherche accessible autour de ça. C'est-à-dire, je vous en ai livré une qui est assez frappante. Peut-être que les choses ont changé, mais en fait, c'est tellement ancré dans nos façons de travailler aujourd'hui qu'il devrait y avoir des armadas de chercheurs qui devraient nous fournir des conclusions sur la façon dont ça se passe, parce que on monte une économie entière là-dessus. Mais je ne sais pas complètement répondre à votre question. Merci. Ici, bonjour. Alors moi je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Sauf. Et pourtant j'ai une remarque. Les projets open source ça marche. Ouais, c'est vrai. On prend Linux. Linux c'est distribué sur plein de monde. C'est un très très gros projet et ça marche. Ouais. Donc est-ce que la collaboration sur les projets open source a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus dont vous avez entendu parler ou est-ce que c'est juste la passion des gens qui travaillent ensemble qui fait que ça contrebalance le reste? Je pense que ça reboucle avec la question de monsieur qui disait quand je suis hyper poli, j'ai dit monsieur tout ça. C'est quand il y a un sentiment de but, peut-être que ça permet, quand il y a un but commun très fort, peut-être que ça permet une collaboration plus fluide et plus facile. Il y a un point quand même qui est très très particulier dans les projets open source, qu'on n'a pas forcément dans le monde de l'entreprise, c'est que les gens votent avec leurs pieds. S'ils ont envie, ils y vont. S'ils n'ont pas envie, ils sortent. Donc du coup, ça a un filtre assez naturel sur la motivation des gens. Dans l'entreprise, il y a quelques contextes où on se retrouve dans cette situation-là, mais c'est globalement assez rare. Est-ce qu'il y a des études sur ce sujet? Oui, il y en a. Je crois en avoir vu passer, mais même chose, on touche mes limites. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui. Donc, vu la réaction de la salle, je pense que tous les sujets que vous avez abordés, tout le monde est à peu près d'accord sur le sujet. Ouais. Ça fait pas mal d'années que ce sont des points qui sont observés. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de décideurs dans cette salle. Comment est-ce qu'on fait pour pousser ces idées vers nos décideurs et pour changer nos façons de travailler? Et qu'on arrête de nous dire que les boards
que les boards arrêtent de nous dire il faut faire de l'offshore pour aller plus vite et que ça coûte moins cher? Je vous promets que je fais ma part du boulot. Je pense qu'il y a une partie de la salle qui un jour sera un poste de décision. Et donc du coup, voilà, je compte sur vous pour... Je vais peut-être apporter une réponse, mais je pense que c'est pire que ça. C'est-à-dire que les décideurs sont au courant de ça, mais c'est tellement éloigné d'eux qu'ils n'acceptent pas la réalité. Enfin, moi, j'ai un prof de management qui m'a expliqué que pour les systèmes de charge, quand le développeur proposait 10, il fallait dire 5 de base. Et que par la suite, le développeur était intelligent, la fois suivante, il va dire 20. Et attention, il ne faut pas dire 5, il faut pas dire 10, il faut rester à 5. Parce que le développeur est intelligent. C'est un professeur de management qui m'a dit ça. On m'a appris exactement à faire l'inverse. Donc il est au courant que la théorie, ce qu'il est en train de me dire est complètement faux. Mais concrètement, il le fait dans ses équipes. Il connaît la théorie, il sait que c'est pas bon, et pourtant il l'applique. Oui. En fait, il y a toujours des moments où on est un petit peu schizophrène, c'est-à-dire affronter la réalité tous les jours, c'est quand même super fatigant parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas que des décisions rationnelles. Après, très vite, quand on brasse ces sujets-là, on brasse des sujets qui sont liés à la culture d'entreprise. Et c'est cette culture-là... Enfin, je pense qu'un des problèmes fondamentaux en France, alors je vais me lancer dans des grands discours, excusez-moi, un des problèmes fondamentaux en France, c'est qu'on sépare le faire du penser. Et donc du coup, on a, et je vais être très schématique, vous m'en excuserez, mais on a des managers qui pensent et des gens pas managers qui font. Le problème, c'est que l'appréhension de ces modèles-là, ils viennent par le faire. Donc tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, quelque part, c'est dur de sentir ces dynamiques et que ça devienne des réflexes de les accompagner, en fait. Et du coup, moi, je pense que ça vaudrait le coup qu'il y ait plus de mouvements, en fait, que les gens descendent sur le terrain, ou alors qu'ils fassent confiance aux gens sur le terrain pour prendre des décisions là-dessus. Parce qu'à la limite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on pourrait aller jusqu'au point où on dit à une équipe de management, à une équipe de développement, pardon, vous vous débrouillez, vous utilisez les moyens que vous voulez pour livrer quelque chose, vous nous dites ce qui vous paraît réaliste, et après vous tenez cet engagement-là, quoi. Et puis après, les management laissent bosser. Mais il y a des contextes où c'est encore un peu dur. Oui, c'est un problème de confiance, oui. Je pense qu'il y a deux problèmes assez récurrents dans les organisations. C'est le problème de confiance et le droit à l'erreur. Je pense que le droit à l'erreur pollue pas mal de choses. Tout est dans. Alors, est-ce que c'est pas plutôt un problème d'organisation qui génère un problème de confiance? Eh bien, j'ai envie de répondre, tout est dans tout et réciproquement. Je pense. Enfin, alors il y a une loi que j'aime bien citer, c'est la loi de Conway que vous connaissez peut-être, qui est que les systèmes informatiques que l'on construit reflètent les modèles de communication qui les ont créés. Donc, globalement, si vous avez une organisation défaillante, vous allez avoir un système d'information défaillant qui, à son tour, va renforcer les problèmes de communication qu'il peut y avoir déjà. Et donc, on a des phénomènes cycliques comme ça. Oui. Oui, juste une réaction par rapport à ce qui avait été dit juste avant. En fait, ce qu'on observe, c'est que jamais personne n'a été viré pour avoir appliqué ce que vous dites être inefficace. Donc peut-être le problème vient de là à la base. Et peut-être qu'il faudrait justement mettre des récompenses aux managers et aux gens qui n'appliquent pas ces techniques et qui le font de façon efficace, quoi. Mais alors, je voudrais pas qu'on finisse cette présentation en se disant on va tous mourir, c'est nul, on s'en sortira jamais, parce que je pense fondamentalement que c'est pas vrai. C'est-à-dire que il y a quand même un univers d'entreprises autour de la technologie. Alors, je vais les appeler les startups, mais c'est un peu galvaudé comme terme. Mais il y a quand même un paquet d'acteurs en France autour de la technologie qui se construit sur ces principes-là. Je vois aussi des boîtes faire des réels efforts pour commencer à aller dans cette direction où on fait plus confiance aux gens, où la part de la technologie gagne en importance. Donc il y a vraiment des mouvements de fond. Mais
Et puis il y a des effets générationnels aussi, c'est-à-dire que la génération Y, elle est plus sur un mode de fonctionnement communautaire et elle a l'habitude de travailler en agile. Et l'agile, ça a été un grand pas quand même pour lutter contre pas mal des déviances que j'ai présentées ici. Donc moi je suis assez confiant. Je trouve que les choses progressent, ça va dans le bon sens. Alors plus ou moins vite en fonction des endroits. Voilà. Et effectivement, si la ligne de management tape sur les doigts en permanence dès que quelqu'un essaye ça, ça va pas prendre, ça c'est sûr. Je sais pas si je réponds à votre question d'ailleurs. À peu près. Non, à peine. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, moi je gère des équipes, donc après ça dépend des niveaux de management, les gens sont plus ou moins au courant, et je pense qu'il pêche souvent, c'est la méconnaissance. C'est-à-dire que donc merci beaucoup pour la présentation, j'espère qu'elle est disponible en PDF ou autre. On s'arrangera pour qu'elle le soit. Voilà, j'avais assisté à une autre présentation aussi d'Octo, ça s'appelait Plaisir et productivité, ouais. Et moi à mon niveau ce que j'avais fait c'est que je l'avais diffusé à mes équipes, diffusé autour de moi, et pour que les gens puissent avoir les infos, discuter dessus, prendre ce qu'ils peuvent prendre. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais du coup je conseille ça à tout le monde et que ça soit communiqué. Chacun a son niveau de management au-dessus pour que justement les idées reçues qui sont parfois fausses soient démontées, on va dire, et qu'on puisse se transformer. Oui, c'est une très bonne suggestion, je pense. Et j'insiste, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit, c'est mesurer et challenger vos hypothèses. C'est mon principal message. Merci d'abord. Juste une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit aussi. Je pense qu'il y a un phénomène qui est un peu classique. C'est un petit peu comme quand dans la rue quelqu'un se fait agresser et que personne ne vient aider. Il y a un problème aussi de responsabilité. C'est aussi un peu comme demander une augmentation dans une grossesse SS2I. On vous dira toujours que c'est pas lui qui décide. En fait, je pense aussi que ce qui se passe, c'est que quand on veut changer quelque chose qui est effectivement ancré dans la société depuis longtemps, c'est pas une personne qu'il faut convaincre, mais c'est le groupe, c'est la société finalement. Et c'est pour ça que je vous dis merci aussi, c'est parce que finalement, voilà, c'est en propageant, pas forcément la bonne parole, mais en propageant ces idées, en communiquant là-dessus, comme vous le disiez à l'instant, c'est comme ça qu'on y arrive et c'est comme ça qu'on arrive à changer les choses. Ouais. Merci. Merci de votre feedback. Oui, bonjour. Et merci aussi, oui. Il y a peut-être une question de cycle aussi, tout simplement. Oui. Alors moi, ce que j'ai pu ressentir à certains moments, c'est que finalement, les développeurs, ils sont là, ils sont embarqués sur un projet, ils sont contents, ils vont s'impliquer sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Bon, de temps en temps, le commercial qui a vendu le projet, il a vendu un truc, c'est pas forcément ce qui sera fait. Au moment où le projet finit, lui, il est déjà plus là. Peut-être que le mec qui a pensé, contrairement à celui qui a fait, lui non plus, il est déjà plus là. Il y a peut-être une dynamique où il faut réfléchir un peu à est-ce qu'on embarque tout le monde jusqu'au bout du projet ou est-ce que tout le monde peut partir à n'importe quel moment, finalement échapper un peu aux responsabilités. Voilà, peut-être, je sais pas. Alors, des effets de cycle sur un projet, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Moi, je pensais que vous parliez des cycles sociétaux, des tendances qui s'inversent. Oui, et par rapport à quel biais, par exemple ? Ah oui, d'accord. Donc il y a des gens qui changent sur le projet et ceux qui prennent la suite n'ont pas forcément compris ce qui se passait sur... Oui. Ouais, mais alors pour le coup, ça c'est, moi je considère que c'est une mauvaise pratique, c'est-à-dire que, mais ça reboucle avec ce que je disais. On a trop tendance en France à séparer le faire du penser. Oui. Il y en a un qui est noble, l'autre qui est un peu moins noble, et c'est pas la même. Voilà, les gens qui pensent, il faut pas qu'on les mélange avec les gens qui font parce que c'est un peu problématique. Et ça se voit dans la relation prestataire-fournisseur, prestataire-client. Où finalement tous les clients ont des jobs de manager et puis les prestataires ils ont des jobs d'exécutants. Donc ça se voit parfaitement sur la façon dont certaines boîtes achètent de la presta, quoi. Oui, est-ce que c'est pas le problème de la prestation justement ? Peut-être. C'est-à-dire, bon.
au final, ben voilà, il y a une compétence qui s'en va, elle n'est pas remplacée idéalement par une personne qui avait initié le projet. C'est le côté pervers de la rationalisation. Alors, je n'ai pas enfin, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse qui est, enfin, moi, je crois assez profondément que l'activité de développement, c'est une activité qui demande de la création et qui est très dépendante des gens avec qui on l'a fait. En même temps, on a besoin de faire de construire beaucoup de logiciels. Donc c'est dur de dire que on peut pas remplacer les gens sur un projet. Donc j'ai pas de réponse à ça, mais ouais, c'est sûr que les dynamiques humaines dans nos métiers sont des choses importantes et on a il y a une part de créativité. Donc chaque fois qu'on enlève un élément dans une équipe, on perturbe profondément l'équipe. Il y a peut-être d'autres secteurs dans lesquels c'est le cas, mais je connais pas non plus, donc je sais pas. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé du penser, du faire, mais pas de l'exploiter. Et est-ce que justement, vous auriez une bonne pratique pour favoriser la convergence entre le faire et puis l'exploiter? La convergence entre le faire et l'exploiter? Oui, you build it, you run it. Non, je sais pas, ça répond à la question ou pas? Oui, mais ça c'est effectivement ce que l'on dit. Mais après, dans la convergence entre des cultures qui sont différentes, actuellement, voilà, les mêmes problématiques que vous avez exposées se posent pour les métiers d'exploitation et les métiers du build. Alors, je dois vous avouer que je connais un peu moins les métiers de l'exploitation. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que de plus en plus, le métier d'exploitant, ça devient un métier de personne qui maintient et qui produit du code, et du code qui est le code qui permet d'activer l'infrastructure derrière. Donc, je pense que les problématiques ont plutôt tendance à se rapprocher. L'exploitant manipule de moins en moins des machines et de plus en plus des virtuelles machines, donc finalement du code, quoi. Mais voilà, j'ai l'impression que je suis un petit peu à côté du sujet. Une dernière question? Non, merci. Merci à vous.